Bonjour à toutes et à tous, ici en présentiel ou à distance. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Blandine Calcio-Godino, directrice du pôle écosystème et innovation à la Banque des Territoires. Je suis ravie de vous accueillir avec Olivier Lenot, directeur innovation et opération de notre direction d'investissement pour cet événement sur l'innovation territoriale. Une rencontre qui nous permettra d'analyser et de mieux comprendre, au travers du récit d'acteurs territoriaux, la manière dont se structure l'innovation dans les territoires, la mesure de son impact et de ses résultats concrets. Collectivités et entreprises vont faire part de leur retour d'expérience donc au sein du programme France 2030 Territoires d'innovation. Alors, les questions qui seront abordées ce matin me parlent et nous parlent particulièrement avec mon équipe, car nous sommes convaincus, évidemment, de l'importance de mesurer ex ante et tout au long du projet les effets de ces projets sur les territoires dans lesquels on s'implique particulièrement. En tant que directrice écosystème et innovation, et avec mes équipes, on est effectivement confronté à ce sujet, que ce soit pour les expérimentations que nous menons, pour les partenariats que nous soutenons, pour les produits digitaux que nous lançons. Et donc, je me réjouis aujourd'hui que nous puissions présenter au Hub des Territoires le travail important sur l'évaluation des projets que les équipes en charge du programme Territoire d'innovation ont mené pour faire progresser en fait la culture de l'évaluation de l'innovation. C'est bien dans notre ADN et dans celui du Hub des Territoires de partager ces retours d'expérience, ces solutions concrètes, de favoriser les échanges sur les défis actuels et futurs des territoires. C'est ce que nous faisons depuis 3 ans maintenant. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit à notre newsletter, petite page de pub, je vous invite à le faire. Elle est mensuelle. Vous y retrouverez toutes les informations relatives à notre programmation. Et vous pourrez d'ores et déjà noter l'événement du 3 octobre sur le sujet de la production hors site, une solution pour accélérer la rénovation et la construction, ou encore celui du 7 novembre sur les biomatériaux. L'ensemble de nos événements sont enregistrés et les replays sont disponibles en ligne. Celui de ce matin le sera dans les prochains jours, mais restez néanmoins connectés aujourd'hui. Et donc, enfin, je veux évidemment remercier tous les intervenants et les participants présents ce matin. Et je passe la parole sans plus tarder à Olivier. Bonjour, merci Blandine pour ton intro. Bonjour à tous les lauréats territoires d'innovation qui sont là. Les ministères aussi, c'est vraiment important pour nous, les ministères qui ont conçu, porté, lancé cette action avec le SGPI. Bonjour Christine, qui est là. On a ici en présence et en ligne plus d'une centaine de personnes. On est un bilan à mi-parcours. Alors ma petite histoire, je parle de moi juste une seconde. Je suis arrivé en mai 2017 ici à la Caisse des dépôts, à la Banque des Territoires, pour lancer et reprendre un papier qui venait de sortir, qui faisait 3 pages, qui était le cahier des charges de l'appel à manifestation d'intérêt. C'était le début de cette aventure qui a commencé en 2016. Ça a été lancé sous une précédente mandature. Ça a survécu pendant le premier quinquennat. Ça continue aujourd'hui. On est sur un temps long. On est sur une action, celle de l'innovation territoriale, celle de démonstrateurs territoriaux, qui s'inscrit dans un temps long. On peut démontrer des choses, pas en 6 mois, pas en 1 an. On est aujourd'hui à un moment qui est celui du mi-parcours. On a signé en 2017 ou 2018 une convention avec l'État qui nous conduit jusqu'en 2032. C'est étonnant de parler sur des choses aussi longues. Mais en tout cas, du fait que la Banque des Territoires, opérateur de ce programme, au contact des collectivités, au contact d'écosystèmes complexes, de consortiums que vous avez construits entre acteurs privés, acteurs publics, acteurs de la recherche, associations citoyennes, embarquées dans un récit de transformation des citoyens, on joue notre rôle, Banque des Territoires, pour être là dans le temps long, apporter cette stabilité dans les règles, stabilité dans le financement, dans le suivi, et puis rendre compte, partager, faire fructifier. On commence à basculer dans cette étape aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ces démonstrateurs entre 2017-2019, où tous les territoires que vous incarnez, que vous représentez, se sont penchés sur des défis, sur des lignes rouges qui allaient vous fédérer, là où vous rencontriez des défis à relever, que vous avez mesurés. On est rentré aussi à un moment
assez tôt dans la mesure de cet état initial des choses pour construire, élaborer une méthodologie d'évaluation. Aujourd'hui, on parle de bilan à mi-parcours, on parle de rapport d'impact, impact socio-économique, impact économique, impact avec des résultats que vous cherchez à mesurer. Il y a différentes notions qui sont brandies. Et à terme, sur les 24 récits qui sont les vôtres, on a besoin de comprendre ce qui marche pas, ce que vous voulez répliquer, ce qui va intéresser des collectivités, des groupements, des consortiums ou des filières également capables de s'emparer de ce que vous avez fait, ce que vous avez testé, et puis de le chiffrer, essayer aussi de trouver des méthodologies communes, intéressantes, réplicables. On est dans cet exercice, on a besoin de partager ces notions, ces idées, des premiers résultats. Il y a déjà des documents qui vont vous être présentés ce matin par Émilie Babu et par Cédric Verpeau. Émilie Babu, qui est une des responsables de projets historiques, parce qu'Émilie est arrivée en 2018, au moment de la lecture des 117 dossiers de l'appel à manifestation d'intérêt. Donc nous aussi, et puis je suis ravi de voir des têtes qui sont là depuis le début. C'est normal qu'il y ait un turnover dans les équipes et dans le suivi. Mais sur ce temps long, on sait aussi que ça repose sur des personnes. Donc Émilie nous exposera dans quelques instants ce rapport à mi-parcours. C'est le titre modeste qui est donné, parce qu'on avance avec vous à partir des données qui sont les vôtres, à partir de méthodes qu'on essaye de standardiser et de suivre au mieux. Et puis ensuite, Cédric Verpeau sur le volet investissement. C'est le deuxième volet de ce programme Territoire d'innovation. Un volet subventionnel, un volet d'investissement dans des entreprises. Cédric fera un état des lieux de ce rapport d'impact des investissements. Donc voilà la séquence proposée cette matinée. Émilie, je vais te donner la parole tout de suite, avec peut-être des choses à projeter, ou alors tu nous parles. Je ne sais pas comment tu fais. Je vais faire les deux. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme le disait Olivier, moi je fais partie de l'équipe du programme en charge du pilotage du programme Territoire d'innovation depuis un certain temps maintenant. Et donc aujourd'hui, je suis chargée de vous présenter donc les grandes lignes de ce premier bilan du programme. Donc si vous êtes avec nous aujourd'hui, vous verrez que vous avez des exemplaires qui sont à votre disposition. Et puis pour les personnes qui nous suivent en ligne, eh bien, sachez que ce document et le rapport d'impact des investissements vous seront transmis dans les prochains jours par mail. Alors, qu'est-ce que c'est que ce document? Donc, c'est une synthèse des premiers résultats et impacts obtenus grâce aux différents outils de financement du programme Territoire d'innovation. Et puis des résultats obtenus avant tout quand même par l'énergie déployée par les lauréats, parce que bon, les financements c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc ce document, il a été préparé à partir de différents éléments. Le premier élément, ce sont des données chiffrées qui sont remontées par les 24 équipes projets des lauréats via un outil mis en place par l'Institut de recherche Efficacity. La deuxième source, donc pour la partie plus qualitative, elle a été alimentée par nos échanges continus avec les équipes projets et aussi par des entretiens réalisés par Efficacity avec les équipes projets, avec des représentants de l'État et avec des représentants des différentes parties prenantes impliquées dans les projets. Le document, on l'a structuré à travers 5 grandes questions qui sont inspirées de celles qui sont posées habituellement en évaluation des politiques publiques. Mais donc, avant de passer à la présentation du contenu sur ces 5 grands sujets, ce que vous voyez ici et qui est dans le document, c'est une carte sur laquelle figurent les 24 territoires lauréats. Donc les 24 pilotes de ces projets, ce sont avant tout des collectivités et plus ponctuellement des associations ou des organismes de recherche. Ce qu'il faut rappeler, et ce qu'Olivier vous disait déjà en introduction, c'est qu'ici on ne voit que 24 lauréats, mais donc chacun d'entre vous a travaillé
en consortium avec des dizaines d'acteurs associatifs, des partenaires privés, le monde de la recherche. Et donc, derrière ces 24, ce sont en réalité plus de 500 actions qui sont menées par autant de bénéficiaires du programme Territoire d'innovation. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que quand ces projets sont portés par des collectivités, ce sont tout type de collectivités de taille très différentes. Il y a des communautés d'agglomération, il y a des départements, il y a des régions, et puis il y a des grandes métropoles, il y a des territoires ruraux. Enfin, vraiment, c'est extrêmement divers. Les 450 millions d'euros ne sont pas répartis de façon totalement uniforme sur ces 24 territoires, mais ils ne sont pas répartis non plus en fonction de la taille des porteurs de projets. Tout ça dépend en fait des demandes qui avaient été formulées et des besoins de chacun. Donc, pour vous donner une idée, sur la partie subvention, ça va de 1,9 million d'euros à 13 millions d'euros. J'en viens maintenant à la deuxième partie du document qui concerne la contribution sectorielle des 24 lauréats. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que ce n'était pas un appel à projet sectoriel. Donc on a fait l'effort de synthétiser ça par secteur, mais l'ambition globale, c'était bien d'inventer des nouvelles façons de transformer les territoires. Ce n'était pas de répondre à des enjeux sectoriels prédéfinis. Et donc, chacun des candidats avait la liberté de choisir les thématiques sur lesquelles il allait se positionner. Donc en soi, c'est déjà un élément intéressant de voir ce qui est ressorti spontanément des différentes candidatures. Donc vous voyez qu'il y a 7 thématiques principales qui sont ressorties et qui témoignent en fait des préoccupations des territoires à fin 2019. Il y a eu un très fort intérêt pour les questions de transition agricole et alimentaire, auxquelles on ne s'attendait pas forcément au moment du lancement. Il y a eu aussi, bien sûr, un très fort intérêt pour la préservation de l'environnement, donc hors énergie, eau, déchets, biodiversité, adaptation au changement climatique. Et puis, dans une moindre mesure, on a vu ressortir les thématiques de l'énergie et de l'industrie, de la santé, de la mobilité et des compétences. Sachant que ce n'est pas forcément un territoire qui est sur un sujet, il y a beaucoup de territoires qui ont plusieurs axes d'intervention et qui donc couvrent plusieurs de ces thématiques. Alors comment est-ce que les 24 lauréats répondent à ces enjeux sectoriels ? En fait, c'est très difficile de répondre de façon globale pour plusieurs raisons. La première, vous l'avez compris, c'est la grande diversité des projets qui sont menés, la grande diversité des échelles d'intervention et aussi la grande diversité dans les temporalités de ces différents projets, puisque ça peut aller jusqu'en 2032 et que donc les résultats en fait s'échelonnent sur toutes ces années. On a donc fait le choix, vous le verrez au fur et à mesure dans le document, d'illustrer ces impacts par des exemples chiffrés voilà, que vous trouverez dans les différentes parties. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez apprécier la diversité des sujets abordés et des résultats obtenus. Parmi les 24 lauréats, on a par exemple Lorient Agglomération, qui avait l'ambition d'être un territoire de référence en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc l'agglomération a mis en place un centre d'appui à l'innovation technologique dans le secteur du handicap, dans lequel on a investi d'ailleurs avec Territoire d'innovation. Ils ont travaillé avec des instances de référence dans l'inclusion par le sport. Ils ont contribué au développement d'applications utilisées par les personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne. Ils ont référencé 300 lieux accessibles et donc, au global, ce sont 2200 personnes en situation de handicap qui ont bénéficié du projet de Lorient. Autre exemple sur lequel on reviendra dans la deuxième table ronde, Valence Romand Agglomération, la FAPTI et le groupe Archer ont créé ensemble une dynamique de start-up de territoire pour inciter à une mobilisation territoriale en faveur de l'entrepreneuriat à impact. Et donc, ce sont 90 entreprises qui ont été créées depuis le 2019 et 9200 heures de formation qui ont été dispensées aux habitants pour les aider à développer leurs propres projets d'entrepreneuriat. Troisième et dernier exemple,
sur le changement de pratique agricole. On a Terre de Source à côté de Rennes, où 61 communes ont mis en place un dispositif innovant de commande publique pour inciter des agriculteurs à réduire leur utilisation d'intrants. Il y a 88 agriculteurs qui sont déjà impliqués, et parmi ceux qui étaient en conventionnel, il y en a déjà 20% qui sont passés en bio depuis 2019. Voilà, donc ce sont des exemples, puisque vous l'avez compris, en réalité, il y a entre 500 et 600 actions qui sont financées par Territoire d'innovation. C'est ce qui fait à la fois la richesse et la complexité de ce programme. Donc au-delà des impacts sectoriels, c'est ce que je vous disais, on était vraiment sur une approche transversale. Comment est-ce qu'on accompagne des territoires qui veulent inventer de nouvelles façons de se transformer? Donc la suite du document est organisée de façon thématique, avec 4 grands sujets. Donc le premier, c'est celui de l'innovation territoriale. On s'est demandé finalement qu'est-ce que ça voulait dire accompagner l'innovation à travers un programme comme Territoire d'innovation. Et le constat qui a été fait, c'est qu'il y a certes de l'innovation technologique dans le programme, mais pas uniquement, et que c'est vraiment plein d'approches différentes de l'innovation qui ont été accompagnées. Ça veut dire de l'innovation juridique, donc je vous parlais de Terre de Source et des marchés publics, par exemple. Ça veut dire aussi de l'innovation financière. En Bio-Vallée, on a une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle La Carline, qui a inventé un montage financier pour favoriser la transmission des exploitations agricoles à l'occasion du départ à la retraite des agriculteurs. On a aussi de l'innovation en termes d'usage, avec des territoires qui incitent à la non-mobilité, quand ils travaillent sur la mobilité, ou des innovations organisationnelles. Et enfin, point important, il y a aussi des territoires qui estiment qu'en fait, c'est vraiment le caractère systémique de leur projet qui est en soi une innovation. C'est-à-dire, c'est le fait de déployer en même temps, avec tous ces interlocuteurs et sur le même territoire, une multitude d'actions tournées vers une ambition commune, et que c'est ça qui est, au fond, le caractère innovant de leur projet. Le sujet suivant, donc je ne vous ai pas mis tous les extrêmes, et donc vous pourrez trouver ça dans le document, c'est la contribution à l'élaboration de politiques publiques. On s'est demandé en quoi ce qu'on avait financé allait pouvoir alimenter ensuite la création de ces politiques publiques. Là-dessus, juste 2 éléments. On peut avoir l'impression, en regardant le document, que finalement, les lauréats ont proposé des choses dans l'air du temps. Mais déjà, ça fait 5 ans. Et en réalité, quand on creuse, on se rend compte qu'ils étaient en avance de phase sur la mise en œuvre de beaucoup de politiques publiques. On peut par exemple citer l'exemple de la consigne, qui a été expérimentée sous 2 formes très différentes à La Rochelle et à Valence-Roman. Et donc, ces expériences pourront fournir des retours d'expérience utiles pour du déploiement de politiques publiques à bien plus grande échelle. Deuxième point, il y a aussi des lauréats qui avaient fait remonter des propositions d'évolution réglementaire dans le cadre de débats à l'Assemblée sur des projets ou des propositions de loi. Dernier sujet qui est évoqué aussi dans le document, et non des moindres, la question du déploiement de ces expérimentations, à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc dans l'espace, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs actions qui ont déjà été répliquées. Par exemple, Cœur d'Essonne Agglomération a travaillé sur le foncier pour identifier toutes les friches agricoles sur lesquelles des installations étaient possibles, avec une méthode innovante qui combine du numérique et puis des nouveaux modes d'organisation du travail. Et cet exemple, il a déjà été répliqué sur le territoire de Grand Paris Sud et dans le Vexin. Il y a aussi l'exemple de la coopérative carbone de La Rochelle, qui a largement essaimé. Il y a beaucoup de villes ou d'agglos qui ont voulu monter leur propre coopérative et qui se sont déplacés pour échanger avec les équipes de La Rochelle. La question de la pérennité dans le temps, elle est plus complexe. Ce qu'on peut se dire d'ores et déjà, c'est que la présence d'acteurs privés dans les consortiums a permis de transformer un peu la culture de certains partenaires et pourrait leur permettre d'envisager la pérennité de leur modèle économique autrement pour les années à venir. Et puis il y aura aussi un sujet de la pérennisation des nouvelles compétences qui se seront développées
grâce à ces nouvelles façons de travailler ensemble. Voilà quelques-uns des éléments qu'il y a dans le document. Je vais maintenant laisser la parole à Marie. Oui, parce que du coup, j'ai complètement oublié de vous parler de coopération territoriale, mais c'est parfait puisque c'est ce dont vous allez entendre parler maintenant. Donc Marie, qui est la directrice du programme Territoire d'innovation. Merci Émilie. Donc effectivement, je suis Marie Roubella. J'ai pris la suite d'Olivier Lenot en tant que responsable du programme Territoire d'innovation à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Émilie l'a dit, merci. On va parler de coopération territoriale ce matin pour une première table ronde. Et du coup, j'invite à me rejoindre Hervé Guillaumard, Rémi Banyuls et Nicolas Chétel. Comme vous voulez. Donc, Olivier et Émilie ont déjà abordé le sujet, travaillé ensemble sur des ambitions communes qui n'étaient pas forcément thématisées au début. C'était dans le cahier des charges de l'appel à projet Territoire d'innovation. Ces projets-là ont montré les nouvelles coopérations qui étaient possibles entre tous les acteurs différents que compose la communauté Territoire d'innovation. Alors, je vais d'abord vous présenter brièvement tous les trois. Hervé Guillaumard, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, vous êtes président de l'association LIT-Ouest-Rel qui porte le projet du même nom, qui est lauréat Territoire d'innovation. Votre projet, il vise à construire de nouvelles solutions pour réconcilier élevage et société, pour améliorer non seulement le bien-être animal, mais aussi un peu celui des exploitants agricoles. LIT-Ouest-Rel et le bien-être animal, en quelques chiffres, c'est déjà 66 adhérents à l'association, 200 innovations repérées, documentées et pour la majorité déjà en ligne sur votre site. Plus de 3700 élevages concernés par la démarche de bien-être animal et plus de 40% des poulets commercialisés dans le groupe Carrefour qui sont étiquetés bien-être animal. Rémi Banyuls, vous êtes chargé de mission santé intégrée à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg. Vous êtes chef de projet du lauréat Territoire de santé de demain. Et votre projet soutient l'innovation en santé. C'est un projet de transformation territoriale et de prévention en santé pour une meilleure coordination sur le territoire de tous les acteurs de la santé. En quelques chiffres, pour vos premières réalisations, plus de 50 directeurs d'école, inspecteurs de l'éducation nationale qui sont impliqués dans le programme Joue pour ta santé, plus de 4000 personnes qui ont déjà bénéficié des activités de la Maison Santé pour tous, avec autant de coûts de santé évités que vous tentez de mesurer. Également, un volet transition énergétique, puisque vous travaillez à des nouveaux parcours d'accompagnement personnalisés qui ont pour objectif de réduire les déplacements à la fois des patients, mais aussi des personnels de santé. Nicolas Chétel, vous êtes président de la société HypnoVR, qui est basée à Strasbourg. Donc vous êtes, dans notre jargon, rattaché au lauréat Territoire de santé de demain. Société privée, vous avez bénéficié de financement du programme Territoire d'innovation avec la participation donc, de la Banque des Territoires pour le compte de l'État au capital de votre société. Et société qui traite la douleur et l'anxiété par l'hypnose médicale en version digitale, puisque la thérapie est proposée avec des casques à réalité virtuelle. Pareil, en quelques chiffres, vous avez déjà proposé 34 000 sessions d'hypnose en 2023, chacune permettant une réduction des sédatifs d'environ 95%, de médicaments morphiniques ou de consommation d'anxiolytiques. Voilà pour
une très rapide présentation de vous trois et des projets que vous représentez ce matin. Au-delà des chiffres, ce qui va nous intéresser ce matin, c'est de comprendre comment vous avez construit cette démarche d'innovation territoriale, comment vous avez constitué vos consortiums dans une ambition commune, une recherche d'impact global. Comment vous avez construit à plusieurs cette ambition et comment vous avez travaillé ensemble à votre feuille de route. Alors, ma première question sera pour Hervé. Comment cette feuille de route a été constituée sur un projet qui, en plus, a la particularité non seulement d'être porté par un institut de recherche, mais en plus de couvrir 3 régions. Oui, merci Marie. Alors oui, donc les 2 particularités de notre TI, c'est, comme l'a dit Marie, c'est l'INRAE, donc Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui le porte, avec en fait 6 collectivités territoriales, les 3 conseils régionaux de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, et 3 communautés de communes qui sont nos territoires pilotes et qui sont censés, enfin c'est comme ça qu'on les a choisis, pour essayer de représenter la diversité des territoires, enfin des sous-territoires ou des petits territoires de l'Ouest. Et donc on couvre donc les 3 régions, donc on a un très grand territoire du coup. Alors au départ, en fait, si je fais très très vite, on est sur améliorer le bien-être animal, réduire les usages d'antibiotiques, donc ce qu'en recherche on appelle l'approche one welfare en fait. Et puis évidemment améliorer les conditions de travail, de vie et de revenus des éleveurs, parce que si on n'améliore pas ça, il ne se passera rien. Et donc le constat était que si vous essayez d'améliorer le bien-être animal, vous augmentez les coûts, les éleveurs ne sont pas contents, et les filières animales. Et inversement, si vous restez dans la situation actuelle, les consommateurs, les demandes sociétales par rapport au bien-être ne peuvent pas être satisfaits. Et donc notre credo au début, c'était de dire qu'il fallait arrêter d'opposer tout ce monde-là et de mettre tout le monde autour de la table. Et c'est comme ça qu'on a construit le projet, déposé le projet Territoire d'innovation en 2019, je crois. Voilà. Et au début, on est parti, on était 35, je crois, et aujourd'hui, on est 65 ou 66, je ne sais jamais, mais voilà. Et en fait, la volonté, c'était de dire il faut co-construire avec l'ensemble des parties prenantes, de telle façon qu'on arrive en fait à des compromis. Et donc, on a essayé d'agglomérer. Alors, pour être efficace, ces différents partenaires, on les a regroupés en collèges. Et pour être efficace, on a monté une association, même si c'est l'INRAE qui porte le TI, mais qui porte le projet, de telle façon qu'au-delà des financements du TI, il y a des financements des conseils régionaux et les cotisations des membres qui sont variables selon la taille économique, je vais dire, du membre. Et du coup, ce partenariat-là, bon, c'est un peu fatigant des fois, je ne reconnais pas parce qu'ils ne sont pas tous d'accord, mais enfin, voilà. Et on essaie d'arriver à des compromis. Alors, je vais prendre un exemple parce que ce sera peut-être plus simple comme ça. C'est, il y a des référentiels, on a construit des référentiels bien-être animal qui sont en fait un escalier avec des marches, et plus vous montez les marches de l'escalier, il y en a 5, plus vous augmentez le bien-être animal. Si vous êtes une association, vous allez vouloir que tout le monde soit en haut, et si vous êtes éleveur, vous allez dire « je ne peux pas monter ». Et donc on a essayé en fait de trouver à la fois des solutions, ça c'est ce qu'on fait strictement dans le territoire d'innovation, mais aussi d'arriver à un compromis sur comment on peut définir entre l'ensemble de ces parties prenantes ce référentiel et qu'on puisse ensuite le valoriser auprès des consommateurs. C'est pas simple non plus. Et du coup, ça rejoint un peu l'impact, et je vais terminer par ça, par le partenariat. Donc du coup, dans le partenariat, on a toute la chaîne. Ça va, enfin, le premier collège, c'est la recherche, bon, évidemment, entre guillemets. Mais on a aussi le développement agricole, des entreprises, tout à l'heure ça a été dit, des distributeurs, Carrefour, Système U, des vétérinaires, les associations de bien-être, les collectivités territoriales. Et donc le but, c'est d'arriver dans le cadre de l'association, de façon commune, à définir les actions que l'on veut mener. Et le territoire d'innovation offre cette possibilité de monter progressivement en fait, des projets et donc de pouvoir fédérer le partenariat. Merci Hervé. La suite pour vous, Rémi. Donc, sur l'It West Rail, la particularité, c'était d'avoir des acteurs vraiment très différents autour de la table qui n'avaient vraiment pas du tout l'habitude de travailler ensemble.
Vous, c'est plutôt le fait d'avoir pu être lauréat à la fois de la phase d'appel à manifestation et ensuite de la phase d'appel à projet qui vous a permis de bien maturer votre projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la démarche que vous avez suivie ? Oui, Olivier Lenot l'a rappelé tout à l'heure, hein, c'est un processus qui a pris du temps entre l'appel à manifestation d'intérêt et le fait d'être lauréat. Donc effectivement, c'est un temps qui peut apparaître un peu long, mais en fait qui a été nécessaire pour construire une maturité des partenaires qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. C'est qu'on s'est appuyé sur la légitimité du développement économique de l'Eurométropole qui depuis longtemps s'était investi dans la recherche et le développement, le soutien au développement économique dans le domaine de la santé, en s'appuyant notamment sur un pôle de compétitivité qui est très actif sur Strasbourg, mais finalement avec assez peu de contact avec le monde de la santé publique. D'un côté, il y a les acteurs économiques et de l'innovation, de l'autre, il y a la santé publique. On s'est aussi appuyé non seulement sur la légitimité du développement économique, mais aussi sur l'historique en santé de la ville de Strasbourg. Donc la ville de Strasbourg a des compétences spéciales qui datent de son histoire dans le domaine de la santé, mais mon collègue en charge de la santé, je travaille assez peu avec lui et ça a été à l'occasion de cette construction d'une ambition commune que finalement on a pu décloisonner non seulement au sein de notre collectivité mais aussi avec la CPAM, avec les hôpitaux universitaires, avec l'Agence régionale de santé pour co-construire une ambition qui était de comment on arrive à développer plus de prévention sur le territoire, comment on utilise, et on aura un bon exemple, le potentiel qu'amène le numérique pour la prise en charge et la prévention, et comment on arrive à décloisonner finalement les acteurs de la santé sur le territoire. Donc, quelque chose d'assez similaire quand même sur le fait que des acteurs n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. C'est pas simple, on met du temps, mais à partir du moment où il y a à la fois une ambition dans laquelle tout le monde se reconnaît, et une dynamique qui a permis finalement l'appel à projet, eh bien, ça a été vraiment un moment assez exaltant en fait pour l'ensemble des territoires de se préparer et d'arriver jusqu'au fait d'être lauréat. On a aussi, pour incarner cette ambition commune, on s'est appuyé sur des projets locaux. On a fait nous-mêmes notre petite AMI locale. On a repris les critères de territoire d'innovation et on a essayé d'identifier quels étaient les projets, quels étaient les porteurs qui pouvaient nous aider à incarner, à mettre en œuvre cette ambition. Voilà. Alors, depuis quelques instants, on parle de difficulté de travailler ensemble, la différence entre acteurs publics et acteurs privés. Du coup, dans tout ça, Nicolas, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'aventure Territoire de santé de demain ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors nous, je crois que la première motivation de l'équipe d'HypnoVR avec mes deux associés qui sont tous les deux anesthésistes et hypnopraticiens, c'était d'abord parce qu'on aime notre territoire, parce qu'on a envie de s'y impliquer et parce qu'on a envie de le faire rayonner et de montrer ce qu'on sait faire. Après, je pense que plus directement, il y avait aussi très clairement pour nous un historique, puisque la société, on l'avait créée 2-3 années auparavant et que dans des phases de recherche et développement, de prototypage, on avait une histoire qui était véritablement de collaboration avec des acteurs du territoire, que ce soit des labos de recherche, que ce soit des équipes de praticiens au CHU ou encore la SAT pour le transfert de technologie. Que donc on s'était dit il y a quand même une richesse sur le territoire qui est intéressante pour nous et puis une forme d'humilité aussi chez nous qui était de dire de toute façon, 1, on ne sait pas tout faire tout seul. 2, on n'a pas les moyens de tout faire tout seul. Donc ça s'est fait assez naturellement. Après, par rapport à TSD, pour nous, l'ambition première pour rejoindre le projet, elle était double. Elle était de dire, en fait, on connaît qui on connaît et puis les autres, on ne les connaît pas. Donc, en fait, il faut aller à la rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'était le premier gros intérêt qu'on y voyait. Et le deuxième gros intérêt, c'était véritablement de se projeter dans une ambition forte. Qui était plutôt d'être chacun dans son coin à faire ses trucs et puis ça marche plus ou moins bien. C'était aussi de se projeter dans une dynamique collective
ambitieuse. Et quand je parle d'ambition, c'est ambition aussi bien pour le territoire, mais du territoire vers l'extérieur. Et du coup, c'est vraiment ces deux motivations-là extrêmement fortes qui nous ont fait franchir le pas d'aller à la rencontre des secteurs publics, de plonger dans ce monde obscur et qui nous faisait un peu peur. Bon, avec en bonus une enveloppe de financement à la clé, donc c'était parfait. Ça, c'était pas du tout une motivation. Donc ça, c'était au moment des candidatures, donc on remonte à 2018-2019. On l'a dit, vous avez écrit ensemble et projeté cette ambition forte pour vos territoires. Alors, je vais plutôt m'adresser du coup là à Hervé et Rémi. Une fois que les projets ont été mis en place, vous représentez 2 des 24 chefs de file lauréats territoire d'innovation. Comment vous faites pour maintenir la dynamique dans la durée ? Par exemple, à Strasbourg, comment vous faites pour aller au-delà de la simple, entre guillemets, gestion de projet ? Il y a effectivement un risque, hein. Vous le savez, dans le dispositif territoire d'innovation, on labellise dès le début l'ensemble des actions qui sont identifiées, qui vont être financées. Or, c'est un projet au temps long, Olivier Le Renault l'a rappelé. En plus, sur la santé, on a été percuté par le Covid. Donc on avait des acteurs structurants qui étaient un peu occupés à d'autres sujets au moment où on démarrait notre programme. Donc ce qui était important, c'est de maintenir de ne pas oublier que les projets qui sont financés, qui sont accompagnés, ils sont là pour incarner cette ambition commune. C'est-à-dire qu'il faut quand même il faut à la fois tout mettre en œuvre pour que les projets prévus puissent se réaliser, puissent se déployer, mais aussi ne pas perdre de vue qu'il faut aussi s'adapter, il faut aussi aider les projets pour alimenter cette ambition commune d'un système de santé local plus centré sur la prévention, qui sait mieux intégrer l'innovation et le potentiel du numérique et qui décloisonne les acteurs. Donc cette souplesse aussi que permet le dispositif, c'est-à-dire que même si les projets étaient identifiés dès le début, voilà, on pouvait s'adapter. On a réussi même dans le cadre du programme et dans l'enveloppe qui nous était allouée à relancer quelques actions complémentaires qui venaient renforcer ce qu'on avait identifié dès le début. Donc ça a également contribué. Voilà, parce que pour précision, on est dans de la gestion de projet de territoire. Et dans le cadre de l'enveloppe de subvention, il y a tous les projets qui avaient été identifiés au moment de la rédaction des candidatures. Et puis après, oui, l'environnement a un peu changé depuis 2018-2019. Certains sujets ont été bousculés. Donc, il est permis aux chefs de file de pouvoir modifier les projets initialement proposés et de pouvoir en proposer effectivement de nouveaux. Labellisation côté TSD, c'est un peu la même chose côté Litouesterel. Vous avez un certain nombre de projets qui sont labellisés, qui rejoignent l'association Litouesterel. Est-ce que tout passe par l'animation de l'association pour maintenir les perspectives communes que vous avez ? Alors, pour la blague, je pourrais dire que pour maintenir la dynamique, il ne faut jamais s'énerver et jamais se décourager. Voilà, une fois qu'on a dit ça, mais je crois qu'il y a un certain nombre de points que l'on essaie de mettre en œuvre justement pour maintenir la dynamique. La première, c'est de montrer. Alors nous, donc on met en œuvre. Il y a une association où le TI est un socle, mais il y a les apports des conseils régionaux, et puis du coup il y a les cotisations des membres. C'est 230 000 € par an quand même. Donc en gros, faut qu'ils en aient pour leur argent, si j'ose dire. Donc le premier point, c'est qu'il faut montrer qu'on a des résultats. Et donc, on a des impacts. Donc, nous, on se voit, on a une réunion tous les mois. Et tous les ans, on fait des journées ouvertes à tous, qui s'appellent les journées Litexpert. Vous êtes welcome, cette arène, dans lequel on essaie de montrer les résultats et on écoute aussi ce que les partenaires, du coup, demandent sur des inflexions que l'on pourrait avoir ou c'est des pistes à poursuivre. La deuxième, c'est comme Marie l'a dit, un grand avantage du programme TI, c'est de permettre de monter de nouvelles opérations en cours,
bien sûr, qu'on doit légitimer, bien présenter, etc. Et donc, on a utilisé ça pour répondre à de nouvelles questions. En agriculture, pour ceux qui ne savent pas, ou en élevage, comme un peu le Covid, il y a des maladies qui se développent partout, et les maladies, elles avaient tendance à être plutôt saisonnières. Et maintenant, il y en a tout le temps. Je fais très vite. Donc, la problématique de la biosécurité est une problématique qui est très très forte aujourd'hui, et du coup on a des nouveaux projets sur cette question-là qui n'étaient pas au début en fait centrales au projet. La troisième point clé, je pense, c'est avoir une équipe projet qui est spécifiquement dédiée au projet. Ça, je pense que c'est très important. Donc on a 5 personnes qui sont recrutées au sein de l'association et sur lesquelles du coup tous les partenaires, et y compris les partenaires qui ne sont pas aujourd'hui et qu'on espère nous rejoindront, peuvent faire appel, et c'est des femmes, elles se déplacent beaucoup justement pour aller voir les partenaires. Il faut beaucoup de voitures, ça c'est peut-être pas très bon pour le carbone, mais bon, faut aller à Brest, elles sont basées à Angers, donc c'est un peu loin, mais elles le font, et ça je pense que c'est quelque chose qu'attendent les partenaires, et ils sont très contents en fait de ce point-là. Et le troisième après, il faut pas, on participe à beaucoup de salons agricoles, le Space à Rennes, qui est le salon des productions animales, mais aussi des salons vers les consommateurs, vers les usagers, dans les territoires pilotes ou dans les 3 régions. Ça peut être coûteux parce que c'est le dimanche souvent ou le week-end, mais du coup là on a le contact avec toute la population et les habitants des territoires. Et ensuite, ce qu'on essaie de faire dans les journées d'experts, c'est un peu de retirer ce qu'on a appris comme enseignement de toutes ces opérations qui essaient de maintenir la dynamique. Merci. Je vais rester avec vous, Hervé. Aujourd'hui, avec cette nouvelle manière de travailler ensemble, est-ce que vous, représentant d'un institut de recherche, ça a pu faire changer votre regard sur les autres acteurs qui participent au projet? Alors, donc, on a à l'INRAE, donc on a l'habitude en fait de travailler avec beaucoup de partenaires, puisqu'on couvre agriculture, alimentation et environnement, donc des associations environnementales, les agriculteurs, les industriels, les distributeurs, etc., etc., quoi. Mais l'essentiel de nos partenariats étaient les agriculteurs d'un côté, les consommateurs de l'autre. Donc en gros, food d'un côté et puis agriculture de l'autre. Je caricature évidemment, mais c'était surtout ça. Et je pense que la grande force ici de ce programme-là, c'est qu'on a dit, comme j'ai dit tout à l'heure au début, on va mettre tout le monde autour de la table. Ça va être compliqué, les réunions vont être un peu compliquées, il faut que l'animateur puisse dire on fait une petite pause. Bon, mais ça on arrive, ça s'apprend. Et du coup, ça a changé beaucoup en fait ce regard qu'avait l'INRAE sur le partenariat, parce qu'on est aussi dans d'autres TI ou dans d'autres dispositifs multipartenariaux. Et c'est tombé au même moment que se développait au niveau scientifique ce qu'on appelle en fait les living labs, alors laboratoire vivant en bon français, qui est en fait des dispositifs d'innovation ouverte qui cherchent à pallier un défaut que l'on avait à l'INRAE, qui était en fait de ne pas aller assez loin jusqu'à l'innovation. Alors, on n'est pas les seuls responsables, si j'ose dire, mais du coup, d'essayer d'aller plus loin en fait dans l'échelle TRL et de faire transformer beaucoup plus de recherche en innovation. Et d'ailleurs, c'est inscrit depuis quelques années dans nos missions. Donc, on répond comme cela. Et donc, là, je pense que les expériences sont positives, y compris hors TI. Il y a beaucoup de dispositifs. On a pu porter cela à l'international, y compris au G20. Et donc, par exemple, quand on mesure l'impact, ça, je trouve que c'est important de dire que maintenant, les Japonais, les Canadiens, j'aurais tendance à dire même les Américains, s'y mettent. Et du coup, ça, c'est très, très important aussi pour la dynamique internationale. Et le point après, pour nous, INRAE, va être de transformer ce projet-là, comme les autres projets portés dans un esprit de co-construction, dans la durée au-delà du programme TI. Ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc finalement, le premier impact, c'est ces nouveaux rôles que vous vous donnez à l'INRAE. Est-ce qu'il y a cet impact aussi côté acteur privé avec vous, Nicolas? Est-ce que le fait de travailler sur ce projet de territoire a pu modifier le regard que vous pouviez avoir sur l'environnement public et les contraintes des acteurs publics? Alors, je ne sais pas si ça a modifié le regard que je porte sur les contraintes. En revanche, ça a clairement amélioré la compréhension de ces contraintes. Et comme le disait Hervé,
Je pense qu'un des gros avantages, c'est que ça permet de rester calme un peu plus longtemps, ce qui est quand même un préalable aussi à ne pas se décourager. Donc j'aime beaucoup la formule, je la reprendrai bien volontiers. Non, je pense que cette compréhension effectivement de quelles sont les contraintes, quels sont aussi les domaines de responsabilité, ça oui, très clairement, le fait de participer à TSD, de mieux comprendre les acteurs, d'avoir plus d'échanges avec Rémi et les équipes, c'est clairement un énorme plus pour nous, pour HypnoVR, dans l'ancrage et l'impact pour le territoire. Après, il y a aussi un deuxième élément qui est quand même assez fondamental, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est que nous, clairement, si on n'avait pas participé à TSD, je ne suis pas sûr qu'on serait rentré dans le radar des opportunités de participation, ce qui in fine, a abouti à l'entrée de la Banque des Territoires au travers de France 2030 au capital d'HypnoVR. Et ça, je le dis de façon très transparente, très honnête. Je ne suis pas sûr que si on n'avait pas participé à TSD, on aurait eu cette attention bienveillante, mais extrêmement exigeante, je tiens à le souligner, de la part de la Banque des Territoires. Et ça, pour le coup, en termes de compréhension, ça aussi, pour nous, ça a été un vrai plus, parce que en tant que dirigeant d'entreprise, on passe quand même notre vie à chercher de l'argent, que ce soit auprès des clients ou auprès des investisseurs. Et ça, pour le coup, la politique d'investissement d'un acteur public, c'est quelque chose que moi, je ne maîtrisais pas complètement et qui a pu avoir lieu. Et pour terminer sur ce volet-là, parce que je pense que c'est extrêmement important, nous, on avait fait le choix, quand on s'est inscrit dans TSD, de ne pas partir sur le volet subvention, mais prise de participation. Ça a été une vraie réflexion, qui était aussi le reflet de l'ambition qu'on voulait pour ce programme. Et ce volet de prise de participation, je leur dis, l'instruction du dossier, alors il a été certes peut-être un peu plus bienveillant parce qu'on avait participé à TSD, mais franchement, il a été aussi rigoureux et aussi exigeant qu'avec n'importe quel investisseur privé. Et moi, à titre personnel, je me suis dit, bon, je suis certes dirigeant d'entreprise, fondateur d'HypnoVR, mais je suis aussi citoyen, et je me suis dit, bah tiens, là, l'argent de nos impôts, il est investi avec un niveau d'exigence dont on peut se féliciter et aussi être rassuré. Et franchement, ça, peut-être que j'étais naïf, mais en tout cas, je n'avais pas cette visibilité-là et cette compréhension-là en amont. Alors une meilleure compréhension du coût et de meilleures relations peut-être entre HypnoVR et l'hôpital, ça c'est votre rôle, Rémi, en tant que représentant de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, de jouer ce rôle d'ensemblier au niveau du territoire. Alors, rôle d'ensemblier. Alors, comment dire, pour les contrats avec l'hôpital, on n'y arrive pas toujours, hein. N'est-ce pas, Nicolas? Mais pour le rôle d'ensemblier, oui, ça a été dit tout à l'heure. Nous, on n'a pas créé de structure ad hoc, c'est-à-dire que c'est l'Eurométropole qui est aujourd'hui le porteur. On a un consortium qui est signé par l'ensemble des partenaires. Et effectivement, on a développé un nouveau métier, qui est celui d'animation d'un écosystème large et complexe. Voilà, c'est complexe, c'est compliqué. Chacun a ses enjeux institutionnels et des fois ça frotte un peu entre les partenaires. Et donc on a appris à travailler dans cet environnement-là, à être un acteur engagé, mais qui sort un peu du rôle traditionnel des collectivités, qui, parce qu'elle a la légitimité politique, a souvent l'habitude de faire un peu de top-down sur ses choix et sur la manière dont on prend les décisions. Là, c'est vraiment de la codécision. C'est un comité de pilotage qui est dans notre accord de consortium. Et c'est donc des compétences que j'entends d'ailleurs aussi dans votre organisation, de personnes qui sont à la disposition des partenaires et qui vont faire ce travail de lien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on va aussi intégrer pas seulement l'impact économique, mais aussi l'impact social et environnemental de notre politique, moi venant du développement économique, et que finalement, pour les secteurs qui sont particulièrement centrés sur les besoins fondamentaux des citoyens, et j'ai oublié de parler du rôle des représentants de patients dans notre consortium, eh bien, on a un modèle qui est duplicable sur d'autres thématiques, sur le logement, sur les mobilités par exemple,
où la collectivité peut aussi jouer un rôle. Donc une vision 360 de tout ce qui peut être fait et avec qui cela peut être fait dans le domaine de la santé. Pour résumer et aussi conclure cette première table ronde, je vais vous demander à tous les trois quelle est votre première évaluation. Selon vous, qu'est-ce que ce programme Territoire d'innovation vous a permis quant à travailler de manière collective sur le territoire? Peut-être commencer avec vous, Nicolas. Avec plaisir. Alors, l'évaluation, on parlait de l'investissement. Moi, j'ai toujours... J'aime bien dire, l'argent, c'est pas tellement combien on en a, c'est ce qu'on en fait. Voilà, parce qu'il y a toujours des gens qui ont plus d'argent que vous et qui font pas forcément autant. Et pour moi, l'impact de cette façon de travailler ensemble et de TSD, c'est de l'emploi créé sur le territoire, très clairement. C'est aujourd'hui 200 000 patients qui ont une alternative au traitement médicamenteux de la douleur et de l'anxiété. C'est moins de gaz consommés et clairement les gaz anesthésiants sont un des plus gros pollueurs de la planète. Donc l'impact, il est très concret, il est objectivement massif, il est important aussi pour le territoire, mais au-delà. Puisque l'emploi qu'on a créé, on l'a créé aussi bien sur le territoire de TSD, mais aussi sur d'autres territoires en France. Le deuxième impact, c'est effectivement celui de l'ambition. C'est pour revenir sur ce que disait Rémi. En fait, la notion d'écosystème, c'est une façon de travailler ensemble, mais c'est aussi une façon de chasser en meute. C'est peut-être un peu agressif comme terme, mais c'est aussi de faire rayonner ce qu'on a développé sur le territoire et de faire rayonner le territoire au-delà, que ce soit sur le reste du territoire national et aussi à l'international. Je terminerai juste en vous donnant un exemple très concret de ce que ça veut dire. On va recevoir mi-octobre une délégation d'étudiants de Wharton. Voilà, Wharton, c'est quand même le premier MBA au niveau mondial. Et ils viennent à Strasbourg. Et je leur ai demandé, mais comment vous nous avez trouvés? On se dit, bah voilà, on a vu ce que vous faisiez dans la santé, on a vu l'innovation qu'il y avait. Alors, ils ont identifié HypnoVR, mais si derrière, il n'y avait pas eu aussi l'ensemble de l'écosystème sur NextMed, sur l'IRCAD, et tout ça s'inscrivant dans un environnement aussi trinational, franchement, je pense qu'ils seraient allés ailleurs. Ça, c'est une petite fierté, mais néanmoins, je pense qu'il illustre bien cette notion de l'impact qu'on peut avoir d'un écosystème sur son territoire et au-delà. Même question pour vous, Hervé. Sans territoire d'innovation, est-ce que vous auriez pu en faire autant et aussi vite? Non, voilà. Mais j'ai bien répondu. Bonne réponse, voilà. Non, mais c'est toujours très difficile de définir le contrefactuel. Donc voilà. Mais blague à part, ce que nous on avait commencé sur les dispositifs ouverts avant même ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, puisque en fait la genèse de notre travail, il date d'un rapport qui s'appelle l'agriculture et innovation 2025, qui était 2016. Dans lequel il y avait cette volonté affichée et que le ministre de l'Agriculture, de la Recherche, ils étaient tous là, ils étaient tous OK, faut y aller. Bon, après, heureusement qu'il y a eu le relais par territoire d'innovation, sinon on aurait fait avec mes petits sous, donc c'est-à-dire pas beaucoup. Et quand même, l'argent, c'est très très important, quoi. Alors, je pense qu'il y a eu deux choses pour nous, enfin pour INRAE toujours. La première, c'est que c'est bien tombé par rapport à l'extension des missions de l'Institut, donc aller beaucoup plus sur l'innovation, et par rapport au développement de la recherche sur les dispositifs d'innovation ouverte pour arrêter les dispositifs d'innovation linéaire. Enfin, je ne fais pas de dessin, mais voilà. Et du coup, surtout, enfin, en tout cas en agriculture, ce modèle d'innovation circulaire est très très bien adapté. Et en tout cas, est une manière en fait d'essayer d'aborder les nombreux défis qui se posent, quoi. Parce que, par exemple, prenez le bien-être animal. Si ça vous augmente vos coûts ou votre prix de la tranche de jambon de 25%, en période d'inflation alimentaire, les gens ils n'en veulent plus. Hein. Voilà.
Et donc la deuxième chose, c'est qu'il faut maintenir le cap, il faut maintenir l'ambition, si tant est que celle-là est bonne, et nous on pense que c'est bon. Et du coup, de trouver les compromis. Je pense vraiment que c'est le point essentiel. Et aussi ensuite de capitaliser sur ce qu'on fait. Et le territoire d'innovation permet d'avoir cette capitalisation dans le temps que je vais illustrer très rapidement par un point. Alors, vous n'êtes pas familier, je pense, toutes et tous, de l'élevage de porc. Mais en gros, vous partez d'un petit et puis vous arrivez à la tranche de jambon. Bon. Et après, il y a différentes phases. Il y a la verraterie, la maternité, le porcelet, le pré-engraissement, le post, etc. Voilà. Et les agriculteurs, c'est des gens rationnels, donc ils découpent tout. Et donc, au début, on était sur des améliorations à chaque phase. Donc, on permet un accès à l'extérieur, moins d'animaux par mètre carré, etc., etc. Si vous faites ça, vous explosez les coûts. Du coup, on a quand même trouvé des innovations spécifiques, analytiques, si vous voulez, quoi. Mais les acteurs ont reconnu qu'il fallait changer et avoir une approche beaucoup plus systémique pour aborder les choses et pour changer en fait l'élevage. C'est compliqué, on n'y arrivera pas du jour au lendemain, mais du coup on a pu, grâce au territoire d'innovation, monter des prototypes un peu chez les partenaires, donc chez les grands cochonniers, si je dis ça comme ça, permettant de montrer ça. Et là, du coup, les éleveurs, ils viennent voir en disant c'est peut-être comme ça qu'il faut faire et avoir cette bifurcation. Et je pense que c'est parce qu'on avait tous les partenaires autour de la table qu'on a pu en fait avoir cette bifurcation et de penser en rupture, si vous voulez, quoi. Tout en ayant des innovations incrémentales. Et en fait, il faut essayer de marcher sur les deux jambes. Alors, transformation des acteurs, c'est aussi le cas sur Territoire de santé de demain à Strasbourg, avec des innovations qui ont été permises grâce à Territoire d'innovation. Oui, clairement. Enfin, on a parlé des financements. D'ailleurs, Nicolas en a parlé. Il y a des innovations qui n'auraient jamais pu voir le jour sans ces financements. Ces innovations et ces financements ont permis de mettre autour de la table les partenaires, de faire une évolution de la culture locale, déjà dans la connaissance des uns et des autres, mais aussi, ce qui est encore peut-être plus important, de commencer, travail qui n'est pas terminé, mais de faire basculer ou bouger, peut-être pas basculer encore, mais bouger le système vers plus de prévention et vers une capacité à mieux intégrer les innovations, notamment que permettent le numérique. Et ça, c'est à la fois les financements, la crédibilité des innovations, mais aussi l'engagement dans l'animation qui permettent que tout d'un coup, on a un acteur territorial qui devient... qui peut être cristallisé finalement l'ensemble de l'écosystème local pour porter une ambition collective, qui n'est pas celle juste de l'Eurométropole. On travaille aussi en partenariat avec des territoires ruraux, et donc avec une stratégie de déploiement territorial dans ces territoires, et on en intègre au fur et à mesure. On va encore en intégrer 2 de plus d'ici la fin de l'année. Donc on esquisse aussi un modèle de la plus-value du territoire dans le domaine de la santé qui dépasse les dispositifs aujourd'hui qui existent, qui sont très bien, hein, les contrats locaux de santé qui sont signés avec les agences régionales de santé, mais où les territoires finalement peuvent avoir une plus-value encore plus importante dans l'apport de services intégrés aux citoyens, et qui soit, une fois de plus dans la prévention des maladies chroniques et comment on accompagne cette explosion de maladies chroniques qu'il y a aujourd'hui dans nos territoires par des acteurs qui, localement, travaillent mieux ensemble. Merci à tous les trois. Alors, merci pour ces échanges passionnants avec des gens passionnés comme vous. C'est ce qui fait la richesse de ce programme Territoire d'innovation et qui fait que toute l'équipe est ravie de pouvoir intervenir auprès de vous et de vous accompagner. Alors, je vois le temps qui tourne. Je pense que malheureusement, on n'aura pas le temps de questions. Pour ceux qui sont en ligne, on vous mettra l'adresse générique Territoire d'innovation sur laquelle vous pourrez poser vos questions. Et pour ceux qui sont avec nous ce matin, nous pourrons prolonger les échanges au moment du cocktail. En tout cas, ce que je retiens de ce que vous nous avez dit tous les trois ce matin, c'est que finalement, on est passé dans un cercle vicieux à un cercle vertueux de « j'y arrive pas parce que j'arrive pas à parler à mon voisin » à on arrive à se mettre autour de la table, on réfléchit à une ambition commune, à une recherche d'impact global et commune. Et ça, finalement, c'est le premier impact de ce programme Territoire d'innovation.
pour mieux répondre aux demandes sociétales, tout en s'adaptant aux changements contextuels. Donc avec un premier impact qui est ce changement systémique, cette transformation des acteurs et un travail en commun. Donc on l'a vu, c'est ce que vous retrouverez également dans le document qui vous sera fourni ce matin et qui sera disponible en ligne. Ce sont ces innovations organisationnelles finalement. Comment on travaille ensemble différemment pour avoir des projets de plus grand impact territorial. Je vais laisser poursuivre Malvina Pau qui va vous présenter le rapport d'impact qui, lui, se focalise sur le volet investissement, sur les sociétés que nous avons aujourd'hui en portefeuille pour le compte de l'État, et avec non seulement cet impact organisationnel qu'on a vu avec vous trois, mais également tous les impacts socio-économiques qui sont apportés dans le cadre du programme. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi, je vais me concentrer sur la partie impact des investissements qui ont été réalisés avec le programme donc, Territoire d'innovation dont on parle depuis ce matin. Alors, première chose, vous pouvez vous poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait un rapport, quel est l'objectif qu'on va poursuivre avec ce rapport d'impact. Donc, dans un premier temps, il y a l'idée de montrer quelles sont les ambitions en termes d'impact de ce programme. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à réaliser via ces investissements. Donc, quels sont nos objectifs d'impact ? Et il faut le rappeler tout de même, c'est qu'on a un programme qui a quelques complexités spécifiques, puisqu'on mêle plusieurs types d'acteurs au sein de ce programme, à la fois l'État, des collectivités locales, mais aussi des entreprises privées. Et donc, comme ça a été exposé au cours de la table ronde précédente, il y a l'ambition d'arriver à faire travailler ensemble l'ensemble de ces acteurs différents. Le but aussi de ce rapport, c'est de montrer ce qu'on a mis en place pour garantir justement la réalisation de l'impact sur le cycle de vie des projets investis. Et ça, c'est un travail un petit peu long sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Et bien évidemment, l'ambition de ce rapport, c'est de montrer les premiers résultats auxquels on a pu parvenir avec ces investissements en termes d'impact. Même si, pour l'instant, il faut se rappeler que ce n'est pas une fin en soi, finalement, puisqu'en fait, on est sur un premier exercice de reporting. Donc, finalement, c'est plutôt un point de départ plutôt qu'un point d'arrivée, puisque là, on est un peu sur le début de l'histoire de ces rapports d'impact. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment ce rapport il a pu être construit. En fait, au départ de ce rapport, il y a un questionnaire qui a été soumis à l'ensemble des entreprises en début d'année 2024. Ce questionnaire, il a été construit avec plusieurs éléments. Tout d'abord, sur les pratiques de place des investisseurs à impact, puisqu'on n'est pas les seuls à être investisseurs à impact sur la place. Donc, il y a toute une réflexion qui se structure sur ce sujet, mais on a cherché à aller au-delà de ces pratiques de place en essayant de customiser l'ensemble de ces questionnaires pour s'adapter finalement aux spécificités de chacune des entreprises dans lesquelles on a investi. Et ce questionnaire, on a pu l'administrer sur une plateforme un petit peu particulière qui s'appelle Greenscope, dont on a 2 représentants qui sont parmi nous aujourd'hui et avec qui vous pourrez échanger un petit peu plus tard au cours du cocktail si vous le souhaitez. Mais grâce à cet outil en ligne, en fait, on a pu quand même déployer cette campagne de reporting en moins de 2 mois, ce qui est quand même quelque chose de très rapide sur le sujet. Et une fois que ces résultats ont été remontés par les entreprises, ils ont été revus par les investisseurs administrateurs en discussion avec l'ensemble de ces entreprises. Donc aujourd'hui, au sein de Territoire d'innovation, on est une équipe d'une dizaine d'investisseurs et chacun a pris la tâche de travailler les réponses qui ont été apportées par les entreprises à ces sujets-là.
Et par la suite, une fois qu'on a remonté l'ensemble de ces informations, on a travaillé avec un cabinet de conseil qui s'appelle Better Way, qui travaille avec un grand nombre de fonds d'investissement privés, du capital amorçage et du capital développement sur la place parisienne, pour nous aider à produire un rapport qui soit aligné, encore une fois, avec les pratiques de place, mais en essayant de faire mieux et apporter plus de pertinence dans ce contenu. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce rapport ? On y retrouve plusieurs choses. Tout d'abord, on y retrouve la thèse d'investissement à impact du fonds. Cette thèse d'investissement à impact, elle a pour particularité d'être finalement la substantifique moelle des objectifs d'impact poursuivis par nos 24 lauréats territoires d'innovation. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très particulier, puisqu'en fait, ce n'est pas une thèse d'impact qui a été réfléchie par une équipe de gestion comme on peut le retrouver dans les fonds d'investissement classiques. Elle a été créée pour coller aux besoins des territoires qui sont lauréats de territoires d'innovation. Dans un deuxième temps, vous allez également retrouver la démarche d'investissement à impact qu'on a mis en place. Donc, comment est-ce qu'on identifie et on sélectionne les entreprises qui intègrent le portefeuille d'investissement de territoires d'innovation, et comment on accompagne aussi l'ensemble de ces entreprises sur le cycle de vie de l'investissement. Donc vous allez y retrouver plusieurs éléments. Vous allez y retrouver une description du processus de sélection et d'analyse. On explique également comment on aligne l'ensemble des parties grâce au pacte d'associés. Donc comment on s'assure que l'entreprise et le fonds d'investissement sont alignés en matière d'objectifs d'impact poursuivis via cet investissement. On discute également de l'ensemble de ces sujets au cours des comités stratégiques avec l'ensemble de nos entreprises, et ça fait partie de la responsabilité de l'investisseur administrateur. Et au sein de Territoires d'innovation, on a développé une conviction très forte sur l'existence de cet administrateur augmenté. Donc c'est un petit peu un néo-terme, on va dire ça comme ça. Mais on a la conviction que pour que ces sujets d'impact et de RSE soient portés au plus haut niveau de l'entreprise, en fait, il ne faut pas qu'au niveau des équipes d'investissement, on dissocie la fonction d'analyse financière et stratégique de la fonction d'analyse RSE et impact. Donc du coup, pour arriver à faire ça, il faut plusieurs choses. Pour pouvoir y arriver, il nous a fallu plusieurs éléments. En premier lieu, il nous a fallu une vraie volonté managériale claire et affirmée sur le sujet. Il a fallu également accompagner l'ensemble des investisseurs financiers à monter en compétences sur l'ensemble des sujets RSE et impact. Et ça passe par un programme de formation qui est encore en cours, puisque c'est des choses qui s'inscrivent dans le temps long. Mais également, il faut intégrer ces critères ESG et impact dans la rémunération des équipes d'investissement. Ensuite, dans ce rapport, vous allez également trouver des pages plus spécifiques où là, on vous parle de nos axes, de l'ensemble de nos axes d'investissement, et on vous montre les premiers résultats qu'on a pu observer thématique par thématique. Donc, vous avez 5 pages spécifiques, et on propose des exemples d'investissement au sein de nos portefeuilles et comment ces exemples contribuent à la réalisation finalement de nos objectifs d'impact. Vous avez également, donc, sur la page de droite, un exemple un petit peu plus détaillé d'une entreprise qu'on a mis en avant pour sa contribution aux enjeux d'impact poursuivis par le programme. Et enfin, sur la fin du rapport, vous allez trouver également des pages en annexe où là, vous allez avoir un récapitulatif de l'ensemble de notre portefeuille avec une vision d'impact sur chacun de ces projets. Donc, à quoi ce projet d'investissement, en quoi est-ce qu'il génère un impact et comment est-ce qu'il se rattache finalement à notre thèse d'impact de ce programme Territoire d'innovation. Et donc, pour finir, moi, il y a une notion qui me tient vraiment à cœur, c'est de rappeler que ce reporting, il n'est pas juste là pour dire reporting, en fait. Moi, je dirais presque que c'est un coproduit, finalement, d'outils qui nous servent, en tant qu'investisseurs, au suivi et au pilotage des entreprises que l'on a au portefeuille au quotidien. Et in fine, on a pu en faire un bel outil de communication, mais ces éléments-là, ils sont in fine centraux pour pouvoir s'assurer que la trajectoire d'impact à laquelle finalement on a souscrit et on a adhéré au moment de l'investissement, elle se réalise bien dans le temps.
Et encore une fois, je vous rappelle que celui-ci n'est qu'un premier rapport, donc c'est un point de départ. Et ce qui sera intéressant de voir, ce sera l'évolution dans les prochaines versions du rapport pour voir si ces promesses d'impact se sont effectivement réalisées. Donc je vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions de ce rapport. Bonjour à tous, on enchaîne avec la prochaine séquence. Donc je vais demander aux intervenants de me revenir pour que je ne sois pas tout seul en tribune. Donc Sébastien Crépieux, Benoît Lagente, Jérôme Guéret, Jean-Nicolas Béas et Zour Nicolet. S'il vous plaît, je ne sais pas s'il y a de la place pour tout le monde. C'est pas grave, moi je resterai debout. Donc on ouvre cette table ronde davantage sur les investissements. Je ferai une intro très brève, mais comme Malvina l'a esquissé un peu dans le rapport investissement, la spécificité de notre programme, c'est pas forcément de sortir un rapport impact, parce que ceux qui connaissent l'environnement des fonds, il y en a beaucoup des rapports impact. Donc on n'est pas les premiers à sortir notre rapport à impact. La spécificité et la complexité, peut-être vous avez commencé aussi, pour ceux qui étaient un peu plus loin de ce programme, à la sentir, c'est l'hétérogénéité des acteurs qui sont partie prenante du programme. Parce qu'au niveau national, il y a l'État, et quand je dis l'État, il y a le SGPI, et il y a plusieurs ministères qui ont chacun leur vision de l'impact. Au niveau territorial, il y a 24 collectivités qui avaient chacun des programmes différents. Et puis après, il y a la cinquantaine d'entreprises qu'on a financées. Donc comment, en tant qu'investisseur et investisseur public, on arrive à aligner tout le monde, à aligner les parties pour essayer d'être garant de l'impact ou des impacts. C'est ça, pour nous, la spécificité du programme. Donc à travers cette table ronde, c'est essayer de comprendre en quoi chaque partie a modifié un peu sa perception ou pas, quels ont été les échanges entre les entreprises et les administrateurs. Je présente rapidement les différents intervenants par ordre du PowerPoint. Donc Zour Nicolet, qui est directrice générale adjointe de la collectivité Valence Roman, qui est un des 24 lauréats. Ensuite, on a Jérôme Guéret, qui est managing partner de Go Capital, avec qui on a créé un fonds d'investissement et avec qui on a fait des investissements en direct. Je les laisserai se présenter. Jean-Nicolas Béas, qui est directeur d'investissement dans l'équipe et qui a travaillé sur le projet Go Capital, donc sera le rebond dans ce couple entreprise et investisseurs. Et puis Sébastien Crépieux, qui est fondateur et président de la société Inverse, qui va nous présenter aussi la société, et Benoît Lagente, directeur d'investissement et qui a travaillé sur ce projet d'investissement. Donc moi je vous propose directement de prendre la parole et puis de faire une petite présentation de c'est quoi mon projet et quel est l'impact de mon projet. Et Sébastien, je vous laisse la parole. On se vous voit comme à la télé, mais bon. Merci Cédric. Bonjour à tous. Eh bien, je suis enchanté d'être ici. C'est très chouette de pouvoir parler d'impact. Donc, la société Inverse, on développe une nouvelle filière de production animale de protéines durables à base d'insectes. Alors, on est basé en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Et depuis le début, on met les agriculteurs au cœur du système de production. En gros, on développe une filière. Tu as un peu décrit, Hervé, tout à l'heure, ce qu'était une filière de production animale. Pour produire des insectes, nous, on l'a conçu comme une autre filière avec des naisseurs, avec des agriculteurs qui vont engraisser, avec derrière un abattoir, une transformation et puis un usage. Et cet usage, dès le départ, on l'a imaginé pour les filières de nutrition animale pour une raison simple, c'est qu'actuellement, on importe massivement des protéines d'ailleurs. On parle beaucoup du soja. Il y a une autre source dont on parle beaucoup moins, ce sont les farines de poisson, qui ont des effets ravageurs sur les écosystèmes.
marins. Et le point de départ d'Inverse, il est justement là. En 2016, je tombe sur un article qui relate justement cette surpêche massive pour alimenter les filières d'élevage de poissons. L'aquaculture, c'est une des filières qui est en explosion depuis maintenant presque une vingtaine d'années, avec des croissances de 10% par an, beaucoup dans les zones tropicales notamment, mais en Europe également. Je pense que vous mangez tous du saumon de Norvège ou d'Écosse. Et pour nourrir tous ces poissons qui sont carnivores, on mange les meilleurs, on mange ce qui va manger du poisson, il faut les nourrir avec des protéines animales. Et donc la protéine la plus simple qui se trouve facilement dans l'environnement, c'est la farine de poisson. Et donc on pêche pour donner à manger à ces filières de poissons. Et l'idée d'Inverse, elle est née de là, en annonçant en 2016, la Commission européenne, que justement la réglementation allait s'ouvrir et permettre de nourrir ces poissons d'élevage avec des farines d'insectes. Magnifique, on peut poser du coup une filière circulaire. On se pose sur un territoire, et donc là les approches me parlent beaucoup, les approches que vous avez prises. On se pose sur un territoire, on regarde, et là on se dit, dans le territoire où j'étais, qui a des coopératives assez fortes, notamment une coopérative qui s'appelle Imagrin, qui fait des pains jaquets, qui a beaucoup de coproduits agricoles issus du blé notamment, on peut recréer une filière qui va pouvoir alimenter demain ces filières d'élevage. Et donc ça, c'est le point de départ d'Inverse. On travaille ensuite tout ce volet circulaire, en travaillant sur le volet garder les agriculteurs sur les territoires, permettre soit l'installation, soit la transmission de fermes sur des nouveaux métiers d'élevage, et puis amener autour de tout ça la durabilité apportée par un nouvel élevage sur des plaines céréalières, avec les bienfaits que ça comporte pour les sols notamment, et pour la biodiversité générale. Alors, en quoi le fait de commencer à travailler ensemble, que ça soit dans l'instruction du projet d'investissement ou dans la vie de l'entreprise, puisqu'on est aussi au bord de l'entreprise, en quoi ça a changé ce qu'imaginait Inverse en termes d'impact? Alors effectivement, la Banque des Territoires entre au capital de Inverse lors d'une levée de fonds que l'on réalise en juillet 22. Et à ce moment-là, effectivement, on a toujours parlé d'impact, de circularité, du modèle qu'on a développé. Par contre, les mesures n'étaient pas toujours là. On se disait, oui, la protéine d'Inverse, elle est circulaire. On a travaillé sur les énergies dès le départ avec l'ADEME pour avoir des bâtiments zéro énergie, travailler au plus près donc, du territoire, des transports limités, travailler sur le photovoltaïque, bref, plein de choses. Par contre, on manquait un peu de mesures. Et lors de cette levée de fonds, de toute façon, et c'était prévu dedans, nous, on s'était dit, de toute façon, là, on va développer cet axe, qui est un axe sur lequel, j'en parlerai peut-être dans la conclusion, mais sur lequel on va, j'espère, pouvoir se développer. L'axe de cette, justement, entre guillemets, économie peut-être demain décarbonée ou à plus faible impact environnemental. Et donc, on a mis en place des indicateurs. Les premiers que l'on avait travaillé en interne, c'était le bilan carbone. On avait suivi l'origine Benoît, qui a été réalisé. Et puis mesurer plus spécifiquement certains impacts dont tu parleras, sur lesquels tu avais poussé les curseurs, de mesurer notre impact non seulement sur le carbone, mais également on a fait des analyses de double matérialité, de voir auprès des fournisseurs, auprès de nos clients, auprès des agriculteurs, de nos parties prenantes, justement quels étaient les attendus d'une filière sur tous ces impacts. Et puis aussi notre participation, alors ça c'était prévu à la Convention des entreprises pour le climat, je vais faire un petit moment de pub, c'est ce qui est un parcours de formation de 10 mois autour des enjeux, autour d'une feuille de route qu'on va tracer et que nous on présente dans 2 semaines et qui permet justement d'appréhender notre impact non seulement sur uniquement le volet carbone, mais aussi sur les autres limites planétaires, ce sur quoi je pense tu vas t'exprimer. Merci Sébastien. Donc en effet, comme vous le voyez, Inverse est une société qui a beaucoup d'impact. Encore cet impact, faut-il le mesurer et il ne faut pas se tromper de priorité. Et donc lorsqu'Inverse a fait son analyse de double matérialité, c'est-à-dire qu'elle a interrogé toutes les parties prenantes pour connaître ce qui était important pour elle, nous, on s'est beaucoup attardé sur la mesure de cet impact et qu'est-ce que Inverse allait pouvoir apporter à la société si elle se développait conformément à son business plan. Et je pense qu'Inverse avait une démarche d'impact qui était très forte, initiée lors de notre investissement en 2022, mais on les a encore poussés encore plus dans l'analyse de leur impact. Et on s'est par exemple, lors de cette analyse-là, aperçu que si jamais on était capable de développer 5 filiales d'Inverse pour produire des insectes en France, on serait capable d'éradiquer toute la farine de poisson pour nourrir l'aquaculture.
Donc ça, c'est en termes de produits. Après, d'un point de vue économique, on n'en est pas encore là, puisque la production de protéines de poisson est supérieure à un prix qui n'est pas encore économique aujourd'hui, qui ne peut pas être absorbé par le marché. Mais ça reste quand même un objectif à moyen et à long terme, et l'impact reste notre étoile. On va enchaîner peut-être avec Jérôme Guéret pour Go Capital. Pareil, je te vous vois, Jérôme. Est-ce que... Merci. Est-ce que tu peux nous présenter le fonds, déjà rapidement la Go Capital, et puis ce qu'on a fait ensemble, et notamment le fonds Impact Océan Capital? Tu me donnes combien de temps? 5 minutes. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre accueil ici. C'est un plaisir d'intervenir dans une assemblée qui est favorable à l'impact. On va juste rappeler qu'en termes de financement, on n'en est pas encore là. Et qu'il y a un travail assez considérable à mener quand on voit les murs de limites planétaires qui étaient évoqués tout à l'heure et le delta de financement qu'on a sur la table aujourd'hui. C'est, en fonction de ceux qui comptent, de l'ordre de 6 à 8% du financement global européen en venture capital qui est affecté sur les fonds d'impact. C'est absolument marginal. Et donc, merci. Et un double merci, parce que je pense que la démarche dont on va parler là, sans vous, sans la Banque des Territoires, elle n'aurait pas été possible, elle n'aurait pas trouvé son financement, et on va voir que ça aurait posé effectivement un certain nombre de difficultés après sur le territoire français, y compris en termes de souveraineté, qui n'est pas forcément un gros mot quand on parle d'investissement. Donc le sujet sur lequel on intervient, nous, et qu'on a bâti ensemble, c'est un sujet sur le maritime, donc sur une classe d'actifs assez particulière, qui est le financement en capital risque, à impact dans l'économie maritime. Donc là, vous commencez à accumuler beaucoup de mots qui, pour un investisseur, allument des ampoules de danger, puisque vous faites du venture capital, qui est la classe d'actifs, une des classes d'actifs les plus difficiles à financer. Vous faites de l'impact, qui est encore considéré par certains comme étant un sujet sur lequel on va perdre de l'argent à terme et sur lequel on se fait plaisir, ce qui est, de mon point de vue, évidemment complètement faux. Et en plus, vous lancez une nouvelle filière. Or, vous savez que la profession des investisseurs en capital est probablement celle qui parle le plus d'innovation, mais qui innove le moins sur ses propres compétences. C'est un bon regroupement d'hommes blancs surdiplômés. Voilà. Une fois qu'on s'est raconté ça, il a fallu lancer cette thèse et on a trouvé un écho extrêmement favorable pour travailler deux grands sujets de la filière maritime, dont je rappelle qu'elle est plus grosse que la filière aéronautique. Si on cumule le volet du maritime, c'est une filière absolument gigantesque et c'est un actif stratégique pour le territoire français, on le sait, et ce depuis assez longtemps, et les premiers bateaux qu'on traversait. Donc on a décidé de construire avec deux grands sujets d'impact sous-jacents. La décarbonation, c'est-à-dire qu'il est temps que le maritime se préoccupe lui-même dans son propre impact sur l'environnement, sur les facteurs de transport. 90% de ce qu'on utilise dans nos biens de consommation courante passe par la mer. Et donc le bilan carbone du transport maritime est une catastrophe. Et puis le deuxième volet, et c'est une catastrophe dont on ne peut pas se passer, à la différence probablement d'une bonne partie des billets d'avion. Le deuxième volet, c'est la protection de la biodiversité. Les deux vont ensemble. Et là, on arrive sur les facteurs d'impact qui sont un peu compliqué à mesurer. Et donc le travail qu'on a mené, c'est un travail qui a pris du temps, et un énorme temps de conviction. On parlait tout à l'heure de temps long. En fait, bâtir le projet, déjà, c'est un temps long, et après investir, c'est un deuxième temps long. Donc il nous a fallu 4 ans pour monter un fonds d'investissement et convaincre, et j'admire la résilience que vous avez eue à nos côtés pour nous accompagner. Une fois qu'on a fait ça, dire qu'on fait de l'investissement à impact, et qu'on veut le faire sérieusement, ça veut dire penser intégralement sa comitologie, c'est-à-dire que ces modalités d'accompagnement des entreprises pour apporter aux entrepreneurs autre chose que de l'argent et un véritable service environnemental dans la définition de qu'on va chercher à pousser. Et quand on parle de ça dans le registre de la biodiversité, en fait, on est en face d'un mur, c'est-à-dire qu'on est en limite de connaissance, à peu près partout, sur le lien entre finance et biodiversité. La taxonomie européenne n'est pas à jour, elle démarre, donc on est en démarrage de cycle. On sait très bien faire sur le carbone, on a appris à mesurer le carbone. Vous verrez plus tard, quand on en reparlera, que sur les sujets de l'eau, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas commencé à mesurer. Donc, c'est la deuxième prochaine vague. Il n'y a pas un outil de mesure qui existe sur la traçabilité water en Europe. Donc, c'est les sujets sur lesquels on pousse les limites. Et exactement sur ce volet-là, il faut définir une méthode qui nous permette de travailler. Et l'énorme qualité de travail qu'on a pu faire avec la Banque des Territoires et avec nos autres partenaires, l'ADEME, l'IFREMER, etc., c'est de bâtir, en fait, la méthode, et derrière cette méthode, la gouvernance qui nous permet de dire, quand on va voir une entreprise donnée, et on verra sur un exemple juste après, je pense, on va voir une entreprise donnée, il y a de la polémique,
c'est-à-dire ce qu'elle apporte comme bénéfice et ce qu'elle coûte en mesure environnementale. Comment, avec tout ça, on se fait une conviction, comment cette conviction est partagée ou pas, comment on trouve un consensus et comment ce consensus nous amène finalement à prendre une décision. On en parlait, on se reparle tout à l'heure parce qu'on n'arrive pas à trouver un consensus sur une boîte dans laquelle on se dit qu'il faudrait y aller, mais on n'est pas complètement sûr de l'impact et puis on se demande comment il faut faire. Voilà, c'est gris cette affaire. C'est gris et donc c'est un énorme travail de conviction que de se dire on va accompagner. Et puis après, derrière, accompagner, c'est mettre pas mal d'argent sur la table pour avoir des entités qui soient solides et résilientes dans le temps parce que ça va être long, ça va pas être simple, il y a des murs à passer sur chacune des boîtes dont on parle. Je ne sais pas si ça répond. Oui, merci. Peut-être, Jean-Nicolas, peut-être tu peux rebondir un peu sur comment ça s'est passé, parce que c'est toi qui as instruit le dossier d'investissement avec Malvina. Comment s'est passée l'instruction? Et puis après, Jérôme peut peut-être revenir sur le cas de l'entreprise et comment on travaille avec la collectivité, puisque le fonds il est doublement aussi labellisé par La Rochelle et Le Havre, donc expliquer un peu comment on a travaillé aussi avec ces collectivités. Mais Jean-Nicolas, l'instruction, comment ça s'est passé? Très mal, hein. Non. non. En fait, on a construit depuis 5 ans maintenant une approche d'accompagnement de construction des fonds d'investissement. On a aussi évolué dans le temps. On est passé de typologie de fonds qui étaient moins impact à de fonds de plus en plus impact avec de plus en plus d'exigences. On a appris en faisant. Et à chaque fois, on construit des fonds en général avec des collectivités. On part des collectivités, de besoins de collectivités, des fonds qui sont pour certains des fonds thématiques qui répondent à un besoin d'impact attendu par la collectivité. Et après, on sélectionne des sociétés de gestion qui, elles, vont répondre à ce besoin. Et c'est dans ce cadre-là donc qu'on construit, on intervient vraiment à la genèse des fonds. L'idée, c'est de donner une place à la collectivité dans le fonds quand on peut. On a dans le cas présent, là, on a des collectivités qui ne sont pas investisseurs dans le fonds, qui n'ont pas mis d'argent dans le fonds, mais qu'on essaie quand même d'associer autour de la thématique du fonds. Et Jérôme pourra expliquer comment ça se passe, notamment avec La Rochelle. Et sur certains fonds, on a des fonds dans lesquels les collectivités ont mis de l'argent dans le fonds et donc sont souscripteurs à nos côtés et donc ont une place légitime finalement dans la gouvernance du fonds, même si c'est toujours la société de gestion qui est décisionnaire sur les investissements. C'est-à-dire que ça, c'est un élément qui est très clair. C'est pas la collectivité qui va décider de tel ou tel investissement. Elle peut suggérer des opportunités d'investissement, mais c'est toujours la société de gestion qui reste décisionnaire. Et sur les enjeux d'impact, Jérôme insistait beaucoup sur la comitologie. On a travaillé pas mal donc sur la typologie de fonds. Il y a des différents types de typologie de fonds, des règles européennes aujourd'hui sur les fonds d'investissement. Donc on a essayé de monter dans les niveaux d'exigence sur ces typologies de fonds. Le premier fonds qu'on a fait, par exemple, c'était un fonds article 6. Aujourd'hui, on fait quasiment que des fonds article 9, qui est le plus haut niveau en termes de mesure des impacts. Mais ça, c'est pas suffisant pour nous. C'est-à-dire que dans la relation avec la société de gestion, il y a un élément important, c'est aussi l'intéressement de la société de gestion. Vous savez peut-être que dans les fonds d'investissement, il y a les sociétés de gestion, quand elles atteignent un certain rendement financier, elles peuvent avoir un intéressement. Nous, on a voulu que cet intéressement soit aussi lié à des éléments d'impact, de mesures d'impact, et une mesure qui soit indépendante au niveau du fonds. Et on a vu que au niveau de l'impact, notamment, si on n'avait pas une comitologie en interne dans le fonds, c'était insuffisant. Parfois, la société de gestion peut faire un contrat avec un acteur qui va l'aider à mesurer les impacts, donner une forme d'indépendance à cette mesure d'impact qu'on veut voir agrégée au final, ligne après ligne d'investissement. Là, on est dans une vision intermédiaire, on n'est pas dans une vision qui est directe sur un investissement. Et là, on voit que notamment d'avoir des comités impact, comme dans le cadre du fonds Impact Océan Capital, avec des experts, parce que nous on est des généralistes, on n'est pas des experts, donc on peut être membre d'un comité, mais c'est intéressant d'avoir des experts de la thématique du fonds qui peuvent vraiment agir et proposer leur regard qui sera utile sur la définition des impacts investissement par investissement et aussi la vision qu'on pourrait avoir au niveau agrégé sur le temps long de l'investissement. Merci Jean-Nicolas. Donc, Jérôme, peut-être un rebond sur la comitologie, le lauréat, et puis à travers le cas d'une entreprise peut-être.
Vous avez beaucoup évoqué là, dans la table ronde précédente, et merci, le besoin de travail collaboratif était revenu dessus. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour nos métiers si on ne rentre pas dans des méthodologies collaboratives beaucoup plus appuyées. Donc les sujets dont on parle, ils ne sont pas évidents, la route est étroite, nos comités sont longs, Malvina représente la Banque des territoires dans ces comités. C'est des moments difficiles, mais c'est des vrais moments de collaboration pour essayer de trouver des solutions ensemble. Et notre ADN à nous, c'est la technologie et les territoires. Et on a parlé de La Rochelle et du Havre, qui sont les deux lauréats que vous représentez, avec qui on a des relations régulières, mais on a aussi la région Nouvelle-Aquitaine qui a mis des sous dans le fond, on a la région Pays de la Loire, donc cette habitude de travailler avec la collectivité, c'est pour nous essentiel, et c'est un véritable actif dans ce qu'on fait. Et donc nos comités, ils réunissent à la fois des experts, on a l'IFREMER, l'ADEME, des fondations sur la décarbonation, donc on a des personnalités qualifiées, et puis on a évidemment un certain nombre de nos souscripteurs, dans ceux qui ont développé une véritable compétence impact. Donc, je parlais de Malvina, mais on a aussi le groupe Arkea. On a des gens qui développent en fait une compétence forte sur ces sujets-là et qui nous rejoignent pour nous aider à faire. Donc ça, c'est un point important. Et donc, cette proximité avec les territoires et cette proximité avec les acteurs de terrain, il n'y a pas d'avenir pour faire de l'investissement à impact si on s'isole de ça. Et l'investissement, il doit être porté à côté et juste à côté des entrepreneurs pour les aider et avec bienveillance à construire cette route qu'on va définir ensemble. Donc, prendre juste un exemple assez simple, c'est une très belle boîte dans laquelle on a investi à La Rochelle, qui est Genevos. Genevos produit des piles à combustible pour les bateaux. Donc on est dans la filière, là c'est assez simple en mesure de KPI, on a la filière de décarbonation du transport maritime. On met des piles à combustible sur des bateaux à la place de moteurs diesel, sur des piles qui vont de 40 à 250 kW. Donc si on met 4 moteurs sur un bateau, on fait des bateaux d'un mégawatt, on commence à propulser de la petite frégate. Donc on va du bateau de pêche à la petite frégate, si je raisonne un peu le truc. Donc l'ambition, c'est de regarder comment on accompagne cette entreprise qu'on a pris relativement tôt. Elle avait son premier moteur certifié au niveau international quand on est rentré, donc c'était le démarrage d'activité, quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut en faire un sujet à impact. Et si on veut en faire un sujet à impact, ça veut dire un sujet dont les volumétries ressemblent à quelque chose à l'échelle du problème qu'on veut traiter. Bon, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on pousse un peu les murs. Et quand on parle de pousser les murs, là on arrive exactement à l'endroit qu'on évoque, c'est-à-dire comment on bosse tous ensemble pour aider cette boîte à se développer. Et la collaboration en fait avec les territoires, elle se fait là. Alors elle se fait évidemment dans l'accompagnement politique, environnemental de l'entreprise, mais pas que. Elle se fait dans les bâtiments, elle se fait dans les sites de recherche, elle se fait dans la relation bas de bilan et la confiance qui est donnée aux banques pour venir accompagner l'entreprise, le soutien politique de proximité, il est absolument clé pour rassurer les banques. Nous aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on met de l'argent en haut de bilan, ça aide un tout petit peu à rassurer les banques aussi. Mais on fait ce travail collégial pour aider cette entreprise qui part d'un centre de R&D à avoir finalement un site de production qui va sortir du volume, qui va équiper des navires, etc. Donc toute cette première phase-là, elle est remarquable. C'est-à-dire que vraiment, le travail de collaboration avec la ville, et on parle de deux dirigeants qui sont deux Anglais, qui parlent assez mal français et qui étaient assez peu présents dans les écosystèmes territoriaux. Donc on les a bien aidés, tous ensemble, et maintenant ils ont pris place. La deuxième phase, après, c'est qu'il va falloir les faire grossir. Et donc là, il va falloir leur apporter de plus en plus de moyens, de plus en plus de structures. Et là, on quitte la limite de compétences assez, je pense, de la collectivité territoriale, et on va devoir ajouter les compétences de la région, ce qu'on commence à faire, puis de l'État, ce que vous faites, puis de la Commission européenne à un moment, parce qu'il y a du réglementaire, etc. Donc en fait, c'est ce millefeuille-là qui peut être perçu comme extrêmement complexe, mais qui en fait accompagne tout le chemin de croissance d'une entreprise innovante pour lui permettre de passer d'un labo de R&D, d'un transfert technologique, grosso modo, à un des motoristes français réputés sur l'hydrogène. Et on parlait d'impact, et je finis là-dessus. Quand on parle d'hydrogène, je pense qu'on peut couper la salle en deux entre ceux qui disent c'est une connerie et ceux qui disent c'est à l'avenir. Et en fait, on n'a pas la réponse. Il y a sur l'hydrogène autant de problèmes qu'il y a de solutions qui y sont apportées. Le tout, c'est de trouver le bon usage au bon moment pour la bonne solution. Et là, typiquement, on fait des bateaux hydrogène, mais on ne sait pas faire d'hydrogène vert. On commence à parler d'hydrogène blanc en se disant c'est quand même de la fracturation, ça va poser un petit problème. Et on ne sait pas le distribuer, on ne sait pas le stocker, on n'a pas de station-service. Bon. N'empêche que si à un moment on veut arriver à apporter les solutions, il faut traiter le problème de tout azimut. Et donc le traiter par la motorisation, c'est aussi commencer à apporter, la ville de La Rochelle travaille dessus à ma connaissance, sur la première station-service qui va pouvoir alimenter les bateaux. Mais pour ça, il faut qu'elle ait des bateaux équipés, ce qu'on essaie de faire. Voilà un peu la boucle circulaire dont on parle. Oui, merci Jérôme. Je vais repasser la parole
à une collectivité, justement. Zour Nicolet, vous représentez le lauréat Valence Roman Agglomération. Alors, c'est un des meilleurs lauréats, je le dis, parce que c'est un des meilleurs lauréats... Non, j'ai pas fini ma phrase. C'est un des meilleurs lauréats sur la relation avec les entreprises, mais tous ceux qui sont dans la salle sont aussi les meilleurs. Donc, est-ce que vous avez une expérience de travailler avec les entreprises de votre territoire? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça sous l'angle impact? Et puis, en quoi le programme, il a changé et il change? Et comment la collectivité, elle s'interface entre l'État et la Banque des territoires et les entreprises? Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je représente Valence Roman Agglo. 2 mots sur le territoire, 54 communes, un peu plus de 220 000 habitants. Un territoire très attractif et avec des élus qui ont toujours été convaincus et proactifs pour apporter des solutions à impact sur le territoire et de renforcer le développement économique. Le maire président de l'Agglo, Nicolas Daragon, qui vient juste d'être appelé au gouvernement sur la sécurité intérieure, mais qui reste impliqué en tant que maire et président, et donc pour continuer tous les beaux projets que nous menons. Donc effectivement, c'est une belle histoire, ça a été dit tout à l'heure, un temps long, c'est une histoire qui date de 2016, où il y a eu une belle rencontre en fait entre un groupe Archer, le groupe Archer, donc Christophe Chevalier, je pense que beaucoup le connaissent, qui intervient dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et son groupe, c'est déjà plus de 1000 salariés, donc c'est déjà une belle histoire et très impliqué sur une des villes centres de notre territoire, Romans-sur-Isère, avec une histoire autour du cuir, de la filière chaussures et bien sûr l'Agglo pour faire du territoire la capitale des startups. Donc l'objectif, c'était vraiment de faire émerger, d'accompagner des startups à impact sur le territoire, d'où la création donc d'un outil dédié qui s'appelle la FAPTI, donc la fabrique de territoire. Écoutez, je suis arrivée avec un petit guide qui ressemble à ça, que j'ai mis là-bas au fond, et qui présente en fait la FAPTI, les actions, et avec des portraits d'entrepreneurs, voilà, donc des belles entreprises aussi qui ont pu être initiées grâce à cet accompagnement et au TIGA. Donc voilà, ensuite, donc 2019, on devient lauréat. Émilie a donné les chiffres ensuite, voilà, très clairement. Aujourd'hui, c'est 90 startups qui ont émergé sur le territoire et qu'on accompagne quotidiennement. C'est un peu plus de 400 emplois pérennes, ça c'est important. Donc évidemment, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur l'évaluation qu'on en fait aujourd'hui. On est en dessous quantitativement des objectifs qu'on avait envisagés au départ, mais d'un point de vue qualitatif, sur la base d'une évaluation de chercheurs de l'université, avec un taux quand même de pérennité des structures à 85%. Donc ça, c'est important comme élément d'évaluation. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc du coup, la deuxième question, c'est le lien avec les structures, les entreprises. Oui, le lien Voilà. avec les entreprises qui ont été financées. Quel rôle vous avez joué en filtre au début ou en accompagnement? Voilà, donc du coup, vous avez une structure qui est dédiée. Ensuite, donc la première des choses, parce que l'objectif, c'était vraiment de faire de la mobilisation citoyenne et d'aller chercher des idées, des projets. Donc on a une soirée d'idéation a été organisée, donc ça a mobilisé 1492 personnes sur le territoire qui avaient des idées, des désirs, des envies d'entreprendre sur différents secteurs d'activité. Donc on a pu voir émerger de belles entreprises qui d'ailleurs, où la Banque des territoires et la Caisse investissent, je pense à Dracula Technologies, ou des entreprises comme Ma Bouteille s'appelle Revient, qui travaillent sur du recyclerie, voilà, et qui aujourd'hui a grossi et a dépassé l'échelle territoriale, tout comme des projets dans la transition alimentaire, les énergies renouvelables, etc. Voilà, dans tous les secteurs. Donc une structure dédiée et un lieu dédié, de l'animation, des outils adaptés, donc de la personne, voilà, de son idée, soit on l'accompagne à travers une école des entrepreneurs aussi, voilà, parce qu'il y a plusieurs sessions par an.
Ça peut être par ce biais-là, soit par des formations très spécifiques ou un volet plus généraliste, dans l'objectif en fait de leur faire découvrir l'écosystème, de les mettre en relation avec les autres entreprises, de mobiliser les outils, d'accompagner le financement. Voilà, donc ça. Et puis effectivement, pas mal d'événementiels, et puis une comitologie. Donc c'est un point qui a été beaucoup soulevé avec une gouvernance bien particulière, public-privé. Merci. Je vous propose un dernier tour là, de tous les intervenants et peut-être partager 2025. Quels sont les objectifs en termes d'impact? Quels sont les challenges? Quels sont les enjeux? Sébastien, pour Inverse. Je regarde si marche. Ouais. 2025, les enjeux. Alors, moi, je dirais on sort de 2 ans quand même qui ont été assez catastrophiques pour la durabilité. Avec l'inflation, ça a été des discussions extrêmement complexes à tous les niveaux. Hein. On a beaucoup échangé là-dessus avec Benoît, mais on avait en 2022 beaucoup d'échanges. Alors, c'était le début de la guerre d'Ukraine, donc l'inflation n'était pas encore totalement arrivée, mais ça arrivait fort, avec beaucoup d'acteurs de la distribution, des filières qualité, justement, pour faire de la truite à l'insecte, pour réfléchir à des filières plus locales, plus souveraines. Ça s'est tout arrêté. Idem pour des grands acteurs de l'agroalimentaire, alors plus sur des volets où on est aussi impliqué sur les protéines animales, plus pour la pet food. Les plans décarbonation 2030 sont devenus 2035 quand c'est pas 2040. Donc c'est devenu extrêmement complexe. Et quand vous faites des protéines durables, quand vous parlez de temps long, je me retrouve beaucoup dans le discours. Hein. Et quand on parle de protéines durables, du coup, on impacte si on produit aussi beaucoup, mais s'il n'y a pas de marché, on impacte moins et c'est plus compliqué. Donc nous, on a dû recentrer quand même sur ces 2 ans nos marchés beaucoup sur le grand public. On a pu communiquer autour de ces filières, communiquer autour du rôle de l'insecte aussi dans la nutrition naturelle, dans le bien-être aussi. Hein. C'est des choses qu'on fait aussi sur des filières, notamment poules pondeuses ou poulets. Mais voilà, 2025, moi, ce que j'espère, c'est qu'on sorte de tout ça, c'est que la durabilité, l'impact reviennent sur le devant de la table, qu'on ne soit pas 6 ou 8% d'investissement sur ces sujets, mais au moins la moitié, je pense que ce serait nécessaire, et que l'Europe s'empare de ces sujets, parce que le Green Deal est tombé pendant cette période aussi, hein, on l'a mis de côté sur les filières de production, je pense que le bien-être, il y a eu le même impact, hein, et que ça revienne sur le dessus de la table, on essaie de travailler pour que le réglementaire change, parce que nous, si on se confronte sans cesse à quelque chose qui est gratuit, prélevé dans l'environnement, on n'y arrivera pas, et on ne pourra pas se développer, on ne pourra pas impacter. Oui, merci Sébastien. Puis je rappelle, tous ceux qui ont des chats et des chiens, vous pouvez aller voir Sébastien, il vend des croquettes. Merci Cédric, oui, tout à fait, c'est bien de rebondir comme ça, c'est ce qui nous fait vivre tout de suite. Benoît, tu vas ajouter un tout petit mot avant de continuer le tour de table? Tout à fait. Donc dans les 2 années qui viennent, il va vraiment falloir aligner le business model et l'impact model. Donc voilà. Donc les 2 choses qu'on regarde à la sélection des entreprises, il va falloir s'assurer que, en effet, dans ces temps qui s'annoncent un petit peu plus difficiles dans les 2 prochaines années, que le business model sert l'impact model et que l'impact model sert le business model. Donc on va traverser des périodes un peu troubles. Jérôme, 2025. Il faut être positif. Hein. C'est pas gagné. Hein. 2025. Alors, je pense qu'on est à peu près tous convaincus du fait qu'il y a une nécessité à plonger dans l'impact et à venir mesurer les actions de ce qu'on fait en matière d'investissement. Pour autant, on a plutôt une politique publique générale, je parle de politique et pas d'outils financiers, qui a tendance à passer complètement à côté de ses objectifs. Au niveau européen et au niveau national. Donc si aujourd'hui, moi j'ai une attente sur 2025, c'est de me concentrer sur ce qui fait, sur ce qui marche, c'est de rester à mon échelle. Et à mon échelle aujourd'hui, c'est les territoires qui font le boulot. Je dois reconnaître que ça se passe en proximité, beaucoup en proximité. À nouveau, je ne mets pas en cause en relation les institutions, mais honnêtement, à part la continuité donnée au ministère de l'écologie, il y a de quoi être un peu inquiet de ce qui nous tombe sur la tête. Donc pour le coup, propos aujourd'hui, c'est maintenir, appuyer, développer, accompagner. On a une énorme tension financière qui arrive. On a une vraie tension qu'on peut quand même quasiment classifier de climato-sceptique aujourd'hui générale dans l'environnement qu'on traverse. Et le cumul des deux n'est pas très bon pour les métiers qu'on fait. Donc il va falloir rester calme, rester confiant, continuer à s'engager, déployer, parce qu'il n'y a que la preuve de concept qui va amener le fait
qu'on aura raison à la fin. Et on va avoir raison, le deuxième sujet, je m'arrête là, c'est on parle énormément de carbone, il a fallu à peu près 20 ans pour que ça rentre dans le cerveau. Le problème, c'est que c'est la petite vague sur la problématique qui nous arrive. On rentre dans la vague biodiversité, et celle-là, il va falloir qu'elle monte beaucoup plus vite au cerveau et beaucoup plus vite dans les effets. Donc si je crois qu'il y a un message à passer aujourd'hui, c'est de passer sur la vague biodiversité et vite. Merci, beau challenge. Jean-Nicolas, un petit mot? Alors, Malvina disait tout à l'heure qu'on est au début de l'histoire, et on est encore plus au début de l'histoire. Moi, je parle sur la thématique des fonds, parce que là, on vous a présenté les impacts en direct, mais il y a les impacts des fonds qui sont à agréger et à construire. Donc, l'enjeu, ça va être de démontrer, effectivement, au fur et à mesure du déploiement des investissements par les fonds, démontrer que l'impact est là et qu'on a bien des choses à présenter aussi au grand public pour montrer que les fonds d'investissement ont un sens et ont réellement permettent d'atteindre des vrais impacts, notamment sur la biodiversité. Merci. Et Madame Nicolet, pour la collectivité, vous allez avoir l'honneur de faire la conclusion de cette table ronde. Oui, très rapidement. Donc justement, comme ça a pu être dit en écho à tous les intervenants, donc le rôle du territoire qui doit jouer sa part, qui doit être là pour faciliter. Donc pour moi, l'ambition 2025, c'est de pérenniser le travail qui a pu être réalisé jusqu'alors avec vraiment un écosystème mobilisé, mais continuer de déployer des outils, d'accompagner, parce que nous sommes dans des organisations et un système complexe avec des temporalités et une technicité assez accrue qui fait que beaucoup de porteurs de projets peuvent être perdus et qu'il faut qu'on accompagne, il faut qu'on soit aussi plus sélectif sur le modèle économique, parce que le TIGA nous a permis vraiment d'ouvrir et d'élargir une belle dynamique. Maintenant, il faut qu'on soit dans la consolidation, dans la pérennisation. J'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est de pouvoir transformer la fabrique de territoire donc en une structure dédiée à l'innovation et aux transitions qui devrait voir le jour donc en 2025, à l'été 2025, donc un hub de l'innovation et des transitions. Et j'en profite pour dire que je cherche un directeur ou une directrice pour porter ce beau projet sur un territoire magnifique et dans un lieu, on ne va pas rivaliser avec celui-ci, mais dans cet esprit, face à la gare TGV à Valence. Voilà, je fais ma pub. Merci, je confirme, c'est très sympa, on a été invité plusieurs fois. La conclusion, je vais demander à Christine Ballian du secrétariat général à l'investissement de venir nous rejoindre. Merci à tous pour cette table ronde. Et Christine qui représente le SGPI et qui est directrice de programme notamment sur territoire d'innovation et qui représente aussi un peu ici le comité d'investissement bienveillant et exigeant. Merci Christine. Merci à tous en tout cas et bonjour à tous et merci encore à tous pour tous ces témoignages et ces discussions et ces échanges particulièrement intéressants. Alors en conclusion, moi j'avoue le satisfecit par rapport à ce dispositif qui permet à la fois et qui est assez exemplaire par rapport à tout ce que vous avez présenté, de faire travailler ensemble des écosystèmes et donc des personnalités et des structures très différentes, donc pour arriver à faire des choses concrètes sur les territoires et à transformer ces investissements nombreux, donc plus de 450 millions d'euros qui sont mobilisés au travers donc, de TIGA, et de faire qu'on arrive sur les territoires au travers de ces investissements, à vraiment les transformer en profondeur et à le faire. Donc, c'est pas toujours facile avec tous ces acteurs qui sont mis autour de la table et dont on a pu avoir des témoignages aujourd'hui assez intéressants et particulièrement pertinents. Et donc, ça montre tout le côté vertueux de ce dispositif. Donc, notamment en mettant autour de la table des gens qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble et de faire qu'ils arrivent à monter un collectif et faire qu'il y a des actions concrètes qui vont déboucher et qui vont être pérennes.
Et donc, c'est également aussi d'arriver à faire émerger des entreprises. Donc, sur le volet investissement, ça a été présenté à plusieurs reprises. Des entreprises qui ne sont pas forcément visibles par d'autres circuits classiques pour des fonds d'investissement. Et donc, là aussi, c'est le côté vertueux de ce dispositif qui permet de faire émerger ces structures et de les mettre en relief. Et donc, avec évidemment l'importance de l'impact. Ça a été souligné et c'est un peu le mot-clé aujourd'hui. Et pour nous, en tant que financeurs publics, ce point très important de l'impact, parce que là aussi, on nous demande des comptes sur concrètement à quoi sert tout ça. Et c'est particulièrement important que l'on puisse donner et faire savoir, donner donc des chiffres et des éléments concrets sur l'impact, donc avec tout le travail qui a été initié par la Banque des Territoires et que je remercie, et qui est là aussi un point important pour nous tous, qui est d'arriver à faire savoir au travers de ces mesures d'impact et de ces éléments d'impact qui commencent à être produits, pour que là aussi les financements puissent être assurés et renouvelés sur des dispositifs de ce type qui sont très exemplaires. Et je vous remercie encore tous de tous ces efforts qui sont faits pour mesurer ces impacts, et en tout cas de l'importance aussi qu'il va falloir pour le faire savoir, et donc pour arriver à faire que on soit tous complètement convaincus par les projets que vous portez et de montrer leurs effets très positifs. Merci à tous.